Alors ça fait un certain temps que je m'intéresse au SMIC. Et autant dans la dernière vidéo, on a pu voir quel était le coût du SMIC, donc que ce soit pour un employeur ou pour l'État, parce qu'il y a deux parties. Il y a le coût du SMIC que paye l'employeur et celui que paye l'État. Je vous invite à regarder la vidéo si jamais vous ne l'avez pas vue. Là, dans cette vidéo-là, on va plutôt s'intéresser à voir à quel point est-ce que les augmentations du SMIC de l'inflation ont un vrai impact sur le pouvoir d'achat des personnes qui sont au SMIC. Parce qu'on entend dans les médias assez fréquemment qu'il y a des augmentations du SMIC, notamment tous les ans, et là on s'approche de nouveau parce qu'on va arriver d'ici 1 mois et demi à la fin de l'année, et donc on va de nouveau en reparler, et à chaque fois ils vont ressortir exactement le même calcul, à savoir prendre l'inflation qu'il y a eu sur la période, prendre l'augmentation du pouvoir d'achat des ouvriers, et ils vont calculer l'augmentation du SMIC à partir de ça. Sauf que moi, il y a quelque chose qui m'a toujours étonné avec cette manière de procéder, c'est que, en théorie, si tu veux regarder l'évolution du pouvoir d'achat d'un smicard, ce qu'il faut regarder, c'est ses dépenses en particulier. C'est pas l'augmentation de l'inflation en général. Et donc, il y a un rapport qui est donné par un groupe d'experts, rapport qui est fait à peu près tous les ans, qui s'appelle, vous voyez, le groupe d'experts du SMIC, rapport 2024. Donc ça, c'est le rapport de l'année dernière, donc je suppose qu'il va y en avoir bientôt un autre qui va arriver. Donc c'est quand même un rapport qui est, on va dire, relativement assez long. Donc vous pouvez le télécharger ici, bien sûr, je mettrai le lien en commentaire. Le point qui m'intéresse beaucoup dans ce rapport, en fait, c'est que vous avez une élite politique qui est censée le lire pour essayer d'en déduire d'un certain nombre de mesures. Et dans la 9e page de ce rapport, vous avez, entre guillemets, un résumé qui est effectué, dans lequel on se rend compte tout simplement que, là par exemple, depuis 2020, le SMIC a augmenté de 17%. Et à la fin de ce rapport, enfin à la fin de cette partie du résumé, ils expliquent qu'il y a eu une inflation de 15% sur la même période. Sous-entendu, il y a un gain de pouvoir d'achat de tous les smicards de 2%. Alors tout ça c'est très bien, sauf que moi j'ai voulu aller vérifier en allant un petit peu plus loin. Et pour que ça parle à tout le monde, on va dire quelles sont les dépenses entre guillemets des smicards de manière générale. On va dire qu'ils ont un petit niveau de revenu, donc ils vont avoir 3 dépenses de manière générale. La première, ça va être le logement. La deuxième, ça va être l'énergie, de quoi se chauffer. Et la troisième, pas forcément dans l'ordre d'ailleurs, ça va être les dépenses de nourriture en fait. Et donc, si on voulait vraiment avoir une augmentation du SMIC qui soit non pas basée sur l'inflation, parce que dans l'inflation, en fait, tu as l'augmentation de la valeur, tu as l'augmentation du prix des bijoux de luxe. Les smicards, ils en achètent pas tous les jours, quoi. Enfin, eux, ce qui va plus les concerner, ça va être l'augmentation du prix des pâtes que le prix des bijoux de luxe. Donc, j'ai voulu m'intéresser à ça. Et donc, là, dans la suite de cette vidéo, on va voir quelle est l'inflation pour le prix du logement, quelle est l'inflation sur la même période, 2020-2024, sur le prix de l'énergie et sur la bouffe. Et donc, on va commencer tout de suite par le prix du logement. Et donc quand on regarde par exemple l'inflation qui est sur le prix du logement, donc là moi j'ai regardé, j'ai fait mes petits calculs à partir de l'INSEE, j'ai bien entendu, j'ai vérifié les sources, et on peut voir que entre 2020 et 2024, vous avez une inflation de 11%, voilà, qui est à 10,9. Bon. Sachant que dans le rapport du SMIC, là vous avez inflation générale de 15%, une augmentation du prix des loyers moyenne sur la période de 11%. Donc ça reste en dessous. Si le prix de la bouffe et le prix de l'énergie n'a pas augmenté de plus que ça, effectivement, il y a un gain de pouvoir d'achat pour les smicards pendant les 4 ans qui sont renseignés, quoi. Enfin les 4-5 ans, quoi. Et donc, le prix de l'alimentation. Alors, est-ce que l'alimentation, la valeur qu'on associe à l'alimentation, est-ce que le prix coûte plus cher? Avant que maintenant, bien entendu, oui. Tout le monde le voit quand on fait nos courses. Et quelque part, moi, ça m'intéresse aussi parce que ça va ancrer d'autant plus la différence qu'il peut y avoir entre l'inflation qui est officielle, les 15% sur les 5 ans, et le montant réel qu'on peut voir quand on va faire nos courses et dans notre caddie, quoi. Et donc là, ce qu'on peut voir, c'est que par exemple, entre 2021 et 2023, si tu prends par exemple juste les œufs, voilà, c'est un produit que tout le monde consomme assez souvent, juste les œufs, tu as 26% d'inflation en 2 ans.
Ça comprend même pas 2024 où il y a dû en avoir aussi un peu plus. Donc si juste on prend certains produits localisés qui sont consommés on va dire très fréquemment, vous arrivez à 26%. Si je prends par exemple un autre exemple, euh, on peut voir les pâtes que je mentionnais tout à l'heure. Vous avez un prix des pâtes qui augmente de 43% en 2 ans. Et donc là, on a quand même un premier élément de réponse à ce qui semblerait être le constat que tout le monde peut faire, c'est que même s'il y a des augmentations du SMIC qui sont assez poussées, qui sont censées suivre l'inflation et même la dépasser, quand tu vas faire tes courses, en fait, tu as moins de pouvoir d'achat qu'avant. Et ça se transmet un peu plus par rapport aux informations de ce site-là, qui explique grosso modo que bon, tu as sur l'ensemble des produits de l'alimentation, en gros, tu es déjà à plus 19 en 2 ans, quoi. Ça veut dire que ton alimentation coûte déjà plus 19%, donc plus 12, plus 7, plus 19% par rapport à avant. Donc c'est au-dessus de l'inflation globale, entre guillemets, qui est mentionnée et qui inclut tout et un peu tout et n'importe quoi, en quelque sorte. Et enfin, le dernier constat qu'il fallait faire par rapport à ça, c'est par rapport à l'énergie. Est-ce que l'énergie coûte plus cher qu'avant? Alors bien entendu, vous savez tous que oui. Et donc là, j'ai fait un petit récap qui explique en gros l'augmentation du prix de l'électricité, du carburant, etc. Et donc vous arrivez à une moyenne de plus 36% sur la période. Ça veut dire que même si quelque part tu bénéficies entre guillemets de la protection du SMIC et que tu es content d'être augmenté de l'inflation, même si tu es augmenté de l'inflation officielle, tu n'es pas augmenté de l'inflation qui te touche toi, parce que ce que tu dépenses est beaucoup plus lié à ces trois facteurs, donc le logement, l'énergie et la nourriture. Donc si tu fais juste une moyenne globale, ça te fait 23% d'inflation sur la même période. Donc je vous rappelle que le SMIC a été augmenté non pas de 23 mais de 17 sur la période, donc de 2020 à 2024. Et c'est donc assez étonnant en quelque sorte, parce que bon, 23%, ça veut dire que tu perds quand même 6% de pouvoir d'achat en fait, sur 5 ans. Et bon là j'ai fait le calcul que sur 5 ans, mais je suis sûr que si jamais tu fais le calcul sur 10-15 ans, tu te rends compte qu'en fait les smicards en France, ils n'ont pas perdu, ils n'ont pas gagné en pouvoir d'achat comme pourraient le dire les chiffres officiels, mais quand tu regardes dans les faits, bon bah t'es à une perte de pouvoir d'achat net tous les ans de 1% peut-être. Et donc, bon, là par exemple, quand tu fais une moyenne, on va dire, un peu plus proche de la réalité, il te trouve 19%. Donc c'est comme si tu perdais 2% de pouvoir d'achat tous les 5 ans en tant que smicard. Je pense que ça mériterait d'être su parce que ça pose un petit problème. Enfin, si on considère que le SMIC c'est censé protéger le pouvoir d'achat des gens, plutôt que d'augmenter de l'inflation, il faudrait peut-être l'augmenter par rapport à quelque chose qui ressemble vraiment au type de consommation des personnes qui sont au SMIC. Enfin, bien entendu, ça c'est une décision entre guillemets politique, mais je pense que ça concerne tout le monde. La conclusion un petit peu de ce type de petites études que je viens de montrer, c'est qu'en fait, si vous êtes au SMIC, et même au-dessus, mais ça je le traiterai dans la prochaine vidéo, vous ne pouvez pas maintenir votre pouvoir d'achat en gardant vos euros. Parce que quand tu investis par exemple dans le livret A avec le peu d'argent que tu peux avoir et envie de mettre de côté chaque mois, tu es à 1,7% de rendement maintenant. Donc c'est assez préoccupant parce que du coup tu peux pas maintenir ton pouvoir d'achat dans le temps. Et donc moi ce que je fais à titre personnel et ce que je conseillerais à tout le monde, ça serait de pouvoir, plutôt que d'investir simplement son livret A où tu sais qu'en fait même si l'inflation officielle te dit le livret A ça te donne 1,7%, l'inflation officielle c'est 1,5%, tu as gagné 0,2%, si tu as un revenu qui n'est pas extraordinaire, tu vas forcément être beaucoup plus impacté par l'augmentation du prix de la nourriture, l'augmentation du prix de l'énergie, et donc ce que te donne le livret A, tu perds de l'argent tous les ans en fait. Donc la seule solution qu'il y a par rapport à ça, et ce que moi je fais à titre personnel, ça va être d'investir son argent. Et donc là, tu as plusieurs possibilités. Soit tu peux te dire, j'investis dans les actions, soit tu peux te dire, j'investis dans les obligations. C'est ni plus ni moins que de la dette, les obligations. Soit tu investis, et moi là aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est comment je m'expose à un actif qui a tendance à augmenter,
Un peu comme l'or de manière générale, hein. C'est la plupart des gens, comme ils veulent conserver leur argent, ils achètent de l'or. Et donc c'est aussi ce qu'on peut faire d'une part. Bon, sachant que investir comporte des risques et que voilà, vous êtes maître de votre capital et que ce n'est pas un conseil en investissement. Je vous montre simplement ce que je fais pour avoir un retour d'expérience avec vous. Et donc moi là, ce que je vais vous montrer, c'est comment s'exposer à Bitcoin. C'est-à-dire que vous avez, grosso modo, plusieurs possibilités. Soit vous achetez par exemple du Bitcoin en vous disant je crois en cet actif qui est censé préserver la valeur que j'investis dedans sur le long terme. Ce qui se passe grosso modo, hein, parce que c'est l'actif qui a le plus de rendement depuis sa création par rapport à tout ce qui existe. Et ce qu'on voit, c'est que en fait, vous avez deux choix. Soit vous achetez du Bitcoin directement si vous voulez en posséder, soit vous allez acheter, comme ce que je fais, de la puissance de calcul. En fait, c'est comme si vous achetiez des mineurs de Bitcoin. Donc par exemple, là, GoMining, c'est l'application avec laquelle je fais ça. Il propose d'acheter des mineurs qui vont en fait, pour vous, miner du Bitcoin tous les jours. Et donc tous les jours, vous allez avoir une récompense. Donc moi par exemple, là ça fait on va dire une quinzaine de jours que je l'utilise. Et donc tous les jours, en fonction de la puissance électrique qui est utilisée et que j'ai acheté, que j'ai acquis, dont j'ai acquis le droit de posséder, j'ai un rendement en Bitcoin qui, là par exemple, c'est ce montant-là en Bitcoin. Donc là, c'est tous les mineurs que j'ai qui sont utilisés pour me fournir ce montant-là en Bitcoin. Et si je dois avoir une idée de rendement en dollars, donc en gros, là j'ai 4 dollars qui sont distribués tous les jours, parce que c'est vraiment journalier, en Bitcoin sur mon compte GoMining. Ce qui est assez intéressant, je trouve, avec cette plateforme, c'est que vous avez en fait, vous achetez plus ou moins, là ce sont des NFT dans lesquels tu as une part de propriété, donc tu possèdes ton NFT qui te donne le droit d'avoir la propriété, entre guillemets, d'une puissance énergétique, d'une puissance de calcul dans des fermes de minage aux États-Unis. C'est-à-dire que vous pouvez voir en direct des fermes de minage de Bitcoin qui se trouvent aux États-Unis, que du coup tu possèdes par l'intermédiaire de ces NFT et qui te produisent du Bitcoin. Donc il y a un sous-jacent qui est réel. Et je trouve ça vachement intéressant parce que tu as, en fait, un rendement qui arrive tous les jours. Et si tu veux avoir une stratégie de t'exposer au Bitcoin sans pour autant en acheter et de voir ah je sais pas quand est-ce que je revends, je sais pas quand est-ce que j'achète, est-ce que c'est cher, est-ce que c'est pas cher, plutôt que d'en acheter directement et de voir le Bitcoin qui monte, qui monte, qui monte et d'avoir de moins en moins d'euros pour pouvoir acheter du Bitcoin par rapport à l'augmentation de son prix, pourquoi pas s'exposer directement en achetant entre guillemets une puissance de minage qui va te produire tous les mois du Bitcoin, tous les jours du Bitcoin. Donc voilà, c'est une des manières que j'utilise pour avoir de l'argent qui est investi et qui me rapporte plutôt que d'avoir une baisse de pouvoir d'achat avec de l'argent que je vais mettre sur mon livret A. Si ça vous intéresse, je pourrais éventuellement refaire des vidéos sur le sujet et je vous laisse mon lien de parrainage en dessous qui vous donnera une réduction de 5% sur l'achat de votre premier mineur. Sur ce, je ferai une prochaine vidéo dans laquelle je traiterai de l'évolution du pouvoir d'achat des salariés mais qui ne sont pas au SMIC, qui sont on va dire à un niveau intermédiaire ou à un niveau beaucoup plus élevé de revenus, juste pour mettre à plat par rapport à toutes ces histoires d'augmentation de salaire, de l'inflation, pour voir à qui est-ce que ça profite vraiment en gros. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Ça a été un plaisir de faire cette vidéo et puis du coup je vous dis à la prochaine.